mensuelle, comme à l'habitude, je fais juste un tout petit laïus avant de passer la main au fameux speaker présent ici, donc Thomas. Et juste en 2 secondes, pour vous reparler de l'Agile Nantes qui organise ce soir cette session mensuelle. L'Agile Nantes, c'est quoi? C'est une association qui fait ces sessions mensuelles, mais qui fait aussi plein d'autres choses, qui va parler en fait justement d'agilité sur la région Ouest, à travers des ateliers, à travers des conférences, à travers pas mal d'événements. Donc les sessions mensuelles, tous les premiers mercredis de chaque mois. Des ateliers, des conférences, des retours d'expérience, à tous les niveaux, tout ça c'est présent en fait sur le site. Et si vous inscrivez sur la mailing list, ce que vous avez certainement fait, j'imagine, vous pouvez voir en fait ce qui va arriver par la suite. Voilà, l'Agile Nantes, c'est aussi l'Agile Tour. C'est un événement en fait assez gros qui regroupe 250 personnes. Ça se passe souvent aux mines à Nantes. Et voilà, en fait, ça dure une journée. Il y a pas mal de speakers qui viennent d'un peu partout en France, voire même du Canada, et qui vous parlent là aussi de retours d'expérience, d'ateliers et autres. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous inscrire, ça arrive souvent en fin d'année, octobre ou novembre. À côté de ça, l'Agile Nantes, avec Cécilia qui est juste ici, que vous pourrez aller voir en fait pour avoir plus de détails, c'est également le Software Craftswomanship. Donc là, c'est tous les 3e mardis, c'est ça, de chaque mois. Vous pouvez, via un meet-up, toujours présent sur le site, parler en fait et échanger autour des techniques, des outils finalement qui entourent l'agilité. Voilà, TDD, BDD, etc. Pour ceux qui sont passionnés, venez le 19 avril, le mardi, c'est les 1 an, d'où le petit gâteau que vous avez vu avec le feu d'artifice incroyable ici, pour pouvoir fêter tout ça. Donc il y aura combien? 3 speakers, c'est ça, 4 speakers de folie qui viendront en fait spécialement pour l'occasion. Et puis encore une fois, vous voyez Cécilia, ici si vous voulez en parler. Voilà. Et puis à côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah mais oui, l'incroyable Agile Games Night Nantes. Donc là, c'est la 3e édition. On va faire quelque chose d'un peu particulier le 27 avril. Ça sera de 18h30 à minuit. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui veulent pratiquer les ateliers, les jeux, les icebreakers, les sessions pour animer des rétrospectives ou pour construire des projets de manière un peu différente. Venez en fait à cet événement. Pour le coup, en fait, les autres événements sont gratuits. Non, pas l'Agile Tour en l'occurrence. Mais l'Agile Games Night Nantes, c'est une 20aine d'euros. Il y a 150 places. Et si vous voulez jouer, venez. Si vous voulez expérimenter des jeux, venez également. Si vous voulez co-construire des jeux, venez également. C'est un événement qui est en partie auto-organisé. On va préparer un petit peu les différentes salles, etc. Et puis ensuite, vous serez vraiment acteur de la soirée. Voilà. Toutes les infos que je viens de distiller ici, elles sont présentes sur le site. N'hésitez pas à vous inscrire aux différentes mailing lists, au compte Twitter. Il y a l'intégralité aussi de cette session-là qui est filmée, vous le voyez. On va un petit peu enrichir la chaîne YouTube qui est quelque peu pauvre en fait actuellement. Voilà, on va doubler son nombre de vidéos ce soir, je pense. Et donc, si vous n'avez pas tout entendu ou tout compris ou tout retenu de ce que va dire Thomas, vous pourrez toujours regarder sur YouTube très prochainement en fait, cette fameuse session et cette fameuse soirée. Voilà, il me reste, avant de passer la main à Thomas, à remercier déjà l'Epitech qui nous reçoit en fait ce soir et comme vous le voyez qui s'occupe en plus de tout de la logistique. Donc merci encore à l'Epitech Nantes. Et voilà, je vais te passer la main, Thomas, donc, qui va nous faire un petit retour d'expérience sur la création, l'élaboration finalement d'une entité et d'une DSI agile. Voilà, donc merci à tous. Juste un tout petit mot pour finir. On va finir à 20h45 environ, 21h. D'accord ? La session va durer 1 heure à 1h30, on va voir. Vous pouvez poser des questions. Ils peuvent poser des questions pendant ta présentation, d'accord ? Et quoi qu'il arrive, après vous pourrez poser des questions et je vous inviterai tous à 20h45 à descendre dans la petite cafette pour ceux qui le souhaitent, pour boire un coup et puis pour poser d'autres questions à Thomas, qui ne demande que ça, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc bonne soirée à tous et bon courage, Thomas. Est-ce que vous m'entendez au fond? Oui. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. C'est bon là? Sacha, tu m'entends? Ok, c'est parti. Donc merci à tous. Je ne suis pas très fort en titre, alors
J'espère que vous allez comprendre globalement Tips and Stories parce que je vais plutôt utiliser un mode de narration avec des histoires et des astuces. Je vais commencer. Donc, je m'appelle Thomas Nanceau. Alors, pourquoi les logos de foot? C'était pour vous donner un peu une représentation de où ça se passe. Donc, j'ai d'abord été parisien et puis maintenant je suis nantais. J'ai commencé à bosser en 2001 chez voyagesncf.com. J'étais développeur puis architecte. Ensuite, j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire depuis que j'étais tout gamin, c'est-à-dire des jeux vidéo. Donc j'ai monté un studio de développement de jeux vidéo. Et ça s'est terminé au bout de 4 ans. Je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, je suis revenu chez voyagesncf.com, où là j'ai fait plusieurs jobs, chargé d'études, directeur de programme, manager d'équipe transverse. Et en fait, en 2012, j'ai décidé de migrer ici à Nantes. Et c'est surtout la dernière phase en fait, où je suis responsable d'un pôle de delivery pour VSC Technologies à Nantes, que je vais vous raconter. C'est hyper important de citer ceux qui m'ont aidé à construire l'équipe, donc qui sont aussi des anciens de chez voyagesncf.com, qui ont fait aussi le move avec moi de Paris vers Nantes, et donc Cyril et Clément, alors ils ne sont pas là, mais c'est pas grave, et qui ont aussi un passif similaire au mien, avec plusieurs types d'expériences, et qui sont maintenant avec moi pour continuer à construire le centre de développement VSCT à Nantes. Alors, j'ai parlé de VSCT. Qu'est-ce que c'est VSCT en fait? Alors déjà, aujourd'hui mon entité, Nantes Factory, on est environ 110 personnes. C'est une entité de la société VSC Technologies. Donc VSC Technologies, c'est une entité du groupe voyagesncf.com. Donc on travaille à la fois en fait en tant que DSI de voyagesncf.com et aussi en tant que Digital Factory de la SNCF. Sachant qu'il faut que vous disiez que c'est à peu près 60% de notre activité qui est pour la SNCF. Par exemple, on fait la boutique de vente en ligne pour Keolis en fait pour les agglomérations. Voilà, et on fait aussi le site voyagesncf.com que je suis sûr vous utilisez tous. Ça c'est mon organisation, c'est compliqué, mais je voulais un peu, comme je vais après parler de mes équipes, de la façon dont on fonctionne. Voilà, j'ai essayé de le représenter sur une slide. Globalement, c'est très orienté projet. Alors il y a plein de trigrammes incompréhensibles, je ne vais pas tous vous les détailler, mais globalement, chaque bloc en fait c'est un projet en particulier. Ensuite, il y a des noms d'équipes. Alors, ça dépend d'imagination des équipes. Ça peut être des noms de locomotives, ça peut être du thème Star Wars, quoi. On est des geeks, on le reste. Et donc, voilà, pour vous dire que mon organisation est très focus projet, organisée en équipe. Feature team, je vais en parler juste après, avec systématiquement un Scrum Master, un lead tech et des développeurs. On a aussi un peu d'équipe transverse qui travaille surtout dans tout le périmètre pour lequel on outsource nos développements chez Capgemini. Et on a aussi quelques personnes en fait, qui sont incluses dans des dispositifs qui sont à la fois parisiens et nantais et qui travaillent sur des sujets transverses. Donc ils sont à la fois des sujets autour de comment on se monte une plateforme de cloud interne, comment on met en place une solution d'API management, comment on industrialise des tests automatisés, etc. Voilà. Donc voilà globalement à quoi ressemble mon entité aujourd'hui. Et en pure management, on est 5. Moi, je m'inclus en fait. Donc j'ai 4 N-1 qui s'occupent de manager toutes ces équipes. En fait, j'ai une petite zapette, ça sera beaucoup plus simple si je la retrouve. Voilà, pourquoi je viens ici ce soir? Tout d'abord, j'en avais envie. Je trouvais ça intéressant de tenter l'exercice. Et puis, en plus, Axel m'a forcé. Il a des photos compromettantes, etc. L'influence aussi, parce que c'est quelque chose que mon manager me pousse à faire depuis un certain temps. Donc je me suis dit, allez-y, lançons-nous. De toute façon, Axel, sinon, il va diffuser les photos. Aussi, je trouve ça intéressant, en fait, je vais vous parler d'une période de 5 ans de ma vie professionnelle, ça représente quand même une période assez importante. Donc j'ai pris le temps de prendre du recul et d'essayer de... Ça m'a aussi ouvert les yeux sur certaines choses. C'était vraiment
un temps intéressant de préparer cette présentation pour vous. C'est aussi un challenge de parler devant une centaine de personnes qu'on ne connaît pas tous. Et j'ai aussi la conviction que ce mode de communication, ce mode de partage des connaissances qui est gratuit, en fait, c'est bénéfique pour le milieu, l'écosystème et tout ce que j'espère vous apporter ce soir, en fait, vous allez l'enrichir chez vous et vous allez faire d'autres meet-up qui vont pouvoir m'enrichir quand je participerai. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Alors déjà, je vais vous raconter en fait un peu les circonstances qu'on fait qu'on a décidé de créer cette entité à Nantes pour VSC Technologies. Je vais aussi pas mal vous parler de mes convictions, de pourquoi on fait les choses d'une certaine manière. C'est important en fait, c'est pas forcément ce qui est dans les manuels, vous allez voir, mais c'est vraiment nos convictions à nous et pourquoi on a décidé en fait de sauter le pas et de créer une entité from scratch pour faire du delivery dans une DSI agile. Je vais vous parler aussi de la singularité parce qu'on est un peu différent des entités historiques à Paris. Et je pense qu'on est différent de tout ce qui se passe sur l'IT. Et ça, j'aimerais bien que vous le preniez en compte et que vous essayiez. Vous n'allez pas forcément réussir à appliquer tout ce que je vais vous dire. Mais voilà, sachez que de toute façon, je ne peux pas adapter mon discours à tout le monde. Je vais beaucoup vous parler de management parce que je pense que c'est un élément clé si on veut pousser les pratiques agiles. Il y a beaucoup d'éléments de culture à changer et ça doit passer par le management. Je vais essayer d'être transparent, de vous raconter qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé. Et donc mon mode de narration, comme je vous disais au début, ça va être des histoires. J'ai lu je ne sais pas si peut-être que vous l'avez lu, un livre sur les fonderies Picard, Favy. Voilà. Et c'est le mode narratif, c'était des histoires et j'ai trouvé ça génial. Donc je vais essayer de reproduire en beaucoup moins bien, malheureusement, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et après, je vais vous parler aussi de qu'est-ce qui nous reste à parcourir. Donc je vais revenir 16 ans en arrière. VoyageSensei.com. Alors j'ai pas réussi à retrouver le logo horrible de 2001 quand j'ai commencé à bosser chez VoyageSensei.com. Donc ça doit être le logo de 2003. Voilà. Donc c'était l'IT du début des années 2000, qui était vraiment, je trouve, assez particulier. Cette phrase résume bien la problématique de l'IT de l'époque. C'est que voilà, je commençais à bien me débrouiller à faire du développement et on m'a dit, bah, tiens, tu vas arrêter de faire du développement maintenant que tu te débrouilles bien et tu vas faire autre chose. Tu vas être architecte et tu vas concevoir pour les autres, machin, etc. Bon. Bref, j'ai décidé de partir. Je suis quand même resté 2 ans, j'ai fait quand même pas mal de trucs, mais ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai saisi une opportunité de créer un studio de développement de jeux vidéo avec un copain pour à la fois faire du développement et aussi encadrer des équipes. Ça a duré 4 ans et demi. Je faisais donc beaucoup de développement, du pilotage, de la gestion, beaucoup de boulot le week-end, etc. Mais c'était vraiment passionnant. J'ai fait des jeux, mais qui ne me plaisaient pas forcément, mais c'est comme ça. Et globalement, pour vous expliquer, j'ai eu un désaccord avec mon associé, et donc j'ai décidé de partir. Repartir chez VSC Technologies parce que c'était la solution de facilité, ce qui avait le plus simple. Et puis en plus, sortant en fait d'un contexte où vraiment le boulot en tant que tel, mis à part en fait la relation avec mon associé et avec les éditeurs, était génial. Je savais pas trop en fait qu'est-ce que je voulais faire après. Donc j'ai contacté les personnes de mon réseau et ils avaient des besoins et j'avais des compétences, donc je suis retourné chez eux. J'ai fait de la direction de programme sur un gros projet qui a motorisé le calendrier des prix sur le site voyagesensei.com. Vraiment en mode direction de programme, c'est la première fois que je faisais ça. Donc pilotage par les slides, beaucoup d'animations de copies, etc. C'était intéressant, mais sans plus. Ensuite, ça m'a permis quand même cette phase-là de découvrir que globalement, quand on est directeur de programme et qu'on n'a pas l'influence sur les équipes qui font, et qu'on est juste là à dire vous avez dépassé, vous n'êtes pas à l'heure, il faudrait faire ça comme ça, etc. On a du mal à transformer en fait
les systèmes. Donc j'ai pris le parti de me faire réembaucher, parce que avant j'étais indépendant, de me faire réembaucher par VC Technologies pour faire du management, parce que j'avais la conviction que le management allait aider à transformer certaines pratiques qu'on avait, auxquelles j'adhérais pas. Ce qu'il y avait disponible, c'était le management d'une équipe transverse, qui était des experts en fait en appui aux équipes de dev. Donc globalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on réceptionnait en fait ce qui était livré par les équipes. On faisait des tests techniques, on vérifiait la qualité du code, on faisait des tests de résilience, on faisait des tests de charge, on envoyait ça en prod, on vérifiait que ça marche bien, etc. Donc l'inconvénient en fait de ce mode de fonctionnement-là, c'est qu'on intervenait toujours à la fin du cycle. Quand on remontait les problèmes, souvent ils avaient d'autres chats à fouetter que des corriger. Donc on était juste là à appliquer des pansements sur la prod. C'était pas génial. Donc tout ça, ça amène à la fin de ma première décennie. Surtout, je vais parler de ce à quoi voilà, j'adhérais plus. Et ce qui a donné mon envie de changer en fait. Déjà, ça je vous en ai parlé au début, l'architecture décorrélée de la réalité opérationnelle. Voilà, quand on est voilà, au début, le boulot d'architecte chez voyagesncf.com, quand je l'ai fait, en fait, c'était devant un tableur Excel et on décomposait les fonctions et puis on mettait là ça prend 2 heures, là ça prend 4 heures, etc. Puis ensuite, advienne que pourra. Ça marche pas. Ensuite, la direction de programme, je vous en ai parlé, on pilote par les slides, on est un peu loin de la réalité. Quand on identifie, parce que de temps en temps, j'avais quand même des copains qui étaient dans les équipes et qui me remontaient les problèmes, par exemple sur, voilà, à l'époque, on mettait, je sais plus, c'était 1 journée et demie à déployer une nouvelle version sur les environnements d'intégration et c'était juste l'enfer. Et moi j'avais dit, on va peut-être essayer d'investir un peu d'argent là-dedans et on m'avait dit non, on n'a pas de budget, on peut pas, etc. Donc voilà, chaque livraison, on perdait 1 journée et demie, 1 journée et demie, 1 journée et demie. Bref. Donc ça m'allait pas. Et le dernier, en fait, qui est quand on est une équipe en fin de chaîne, en plus, globalement, pour les équipes de développement, elles savent qu'elles vont pouvoir s'appuyer sur nous. Et donc elles peuvent envoyer des trucs pas complètement finis où elles n'ont pas besoin de vérifier que ça tient la charge, etc. Ça ne fonctionne pas. Ça rajoute juste de l'inertie au process, de l'entropie. Et voilà, je ne voulais plus faire ça. Et donc, je voulais aussi quitter Paris. Maintenant, je vais vous parler un peu des débuts. Globalement, qu'est-ce qui a fait quelle a été l'occasion qui a fait que j'ai pu m'en aller? Le sujet, ça a été, on avait des réunions en fait avec le comité de direction entre managers et donc on abordait des problèmes et le comité de direction nous répondait à nos questions. Et à un moment, moi je posais des questions surtout dans le contexte parisien où il y avait une grosse tension sur le marché de l'emploi du développement et où on avait énormément de prestations et où les gens tournaient parce que pour suivre l'augmentation des loyers, ils changeaient de poste régulièrement. On avait vraiment du mal à avoir des personnes qui restaient là dans le temps et donc la connaissance se perdait à la fois technique et fonctionnelle. Et donc j'ai posé ces questions un peu comme je vous l'ai fait là à la direction et le directeur de l'époque m'a répondu ce qu'on peut imaginer en fait, c'est ce que lui disait avoir été fait par des connaissances à lui dans d'autres sociétés, c'est commencer à installer en fait des équipes en province parce que le marché d'emploi est plus simple et parce qu'on va avoir plus de facilité à fidéliser en fait. Donc ça a donné ce pitch-là en fait. On voulait internaliser la compétence de delivery pour assurer à meilleur coût un maintien des connaissances. Donc ça a été le pitch. Et puis globalement, moi j'en ai parlé à mes collègues, ceux dont je vous ai parlé au début, Cyril et Clément. Et on s'est dit, utilisons ça pour essayer de transformer, en fait, suivant notre envie, en fait, c'est-à-dire confirmer que la vision qu'on a du delivery moderne, qui était différente de celle qu'on avait vécue dans la première décennie des années 2000, pouvait apporter plus de valeur en fait à la boîte, à voyagesncf.com. Voilà, donc j'ai levé la main, j'ai dit moi je veux bien le faire, si c'est toujours d'actualité. Et on m'a dit oui, et donc je suis parti pour 9 mois de préparation de ce projet d'installation d'une nouvelle équipe à Nantes.
Globalement, comment ça s'est passé en termes de cadre? On avait la direction financière, la direction VST, la direction des opérations qui m'accompagnaient. La direction financière, pour elle, ce qu'il fallait avant tout, c'était faire des fichiers Excel pour montrer que ça allait être rentable. Pour la direction des opérations, il fallait que ça soit le plus calqué en fait, au fonctionnement du CDS qu'on avait à Nantes avec Capgemini, du CDS externe en fait, pour ne pas perdre les équipes, pour que ce soit fluide dans les transferts des projets, pour qu'on fasse ce qu'on avait l'habitude de faire. Et ensuite, avec la direction VST, on s'est posé la question de quel projet on allait commencer à sourcer ou déplacer à Nantes. Donc ça a été le cadre. Donc on a bossé dessus. Je vous dis, je continuais en fait à faire le management de mon équipe et en même temps, je travaillais là-dessus. Et donc les premiers périmètres. Alors déjà en fait, ça a commencé en mai et à partir de mars, on a commencé à faire des allers-retours pour faire des entretiens et faire des recrutements. Voilà, sachant que dans l'optique vraiment d'avoir les coûts les plus bas, on faisait que du recrutement interne. Et donc on a embauché en 6 mois 9 personnes. Globalement, qu'est-ce qu'on a fait au début? On s'est surtout attelé à de la reprise d'existants, plutôt en mode forfaitaire, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'était un CDS externe. Et donc qu'est-ce que ça a eu comme impact en fait? Ça a eu comme impact que quand on a recruté les gens, globalement on l'a recruté avec nos convictions, là où on voulait aller, et ils ont découvert quelque chose qui ressemblait fort à ce qu'ils faisaient déjà dans leur ESN ou dans leur CDS. Et donc il a fallu expliquer qu'il y avait un écart, que c'était pas grave, et que c'était la réalité des projets. Voilà. Ensuite, on s'est dit comment on fait. On a une vision un peu idyllique de l'agilité et du delivery moderne. Comment on fait pour trouver un périmètre d'autonomie, pour commencer à appliquer quelques fondamentaux en fait. Ça c'est assez important. Parce que si on n'a pas ça, en fait, je pense qu'on aurait eu vite tendance à prendre le pli de faire comme ce que faisait le CDS existant. Et donc, par exemple, à se dire, on se rend dans un mode où on va se couvrir, on va expliquer pourquoi on n'arrive pas à faire les choses, plutôt qu'à essayer de transformer les problématiques de fond qui étaient présentes et qui faisaient que, par exemple, on devait s'engager sur des entrants qui n'étaient pas complets et donner des chiffrages et ensuite s'engager sur le chiffrage. Et plutôt que de se dire à la fin, on n'a pas respecté le chiffrage, en fait, on préférait travailler en amont avec les personnes sur les entrants pour les rendre de meilleure qualité, pour commencer à appliquer des bonnes pratiques. Et c'est surtout ça qu'on a fait, c'est travailler là-dessus plutôt que de commencer à se couvrir et ne faire plus que passer son temps à se couvrir en disant pourquoi on n'a pas réussi à faire ce sur quoi on s'était engagé. Parce que c'était pas tenable, parce qu'il y avait plein d'éléments contextuels qui faisaient qu'on ne pouvait pas y arriver. Il y a eu beaucoup de stress au début. Et ça, c'est un point important. C'est normal, en fait, dans un contexte de transformation. Je considère qu'il faut en passer par là. Surtout un contexte où on doit faire bouger une partie de la société. Alors déjà en fait on travaille je vous expliquais, dans un contexte où tout n'est pas agile, où encore aujourd'hui en fait on est avec régulièrement il y a des entités de la SNCF qui viennent vers nous en disant on veut travailler avec vous parce que les petits copains là-bas ils ont dit que c'était bien, mais ils n'ont pas du tout la culture de l'agilité. Et donc entre ce que nous on veut mettre en place et ce qu'on explique, la culture qu'on donne à nos collaborateurs, et ce qui est réellement ce qui se passe sur les projets, souvent il y a des écarts voilà, ça trouble les collaborateurs, ça les rend un peu perplexes, nerveux par rapport à la façon dont ça se passe. Et ça, il faut bien le prendre en compte et bien le border. Avec surtout avec, c'était le boulot à l'époque des Scrum Masters en fait, qui faisaient en fait un peu tampon entre l'extérieur qui n'était pas agile et le fait qu'on voulait appliquer quelques premières pratiques agiles au sein de nos équipes. On a eu aussi des moments où, en fait, alors il y a eu surtout une période où on s'était lancé un peu en mode super-héros
dans la reprise d'une vieille application qui était outsourcée en Inde, qui avait d'abord été développée aux États-Unis par des mecs qui faisaient du VB et ensuite qui avait été balancée en Inde. Et ça marchait pas du tout, les plannings dérapaient comme jamais. Et donc on s'était dit, pour croître, en fait, on va reprendre ce périmètre et on va dire que globalement, avec les pratiques qu'on connaît, on va réussir à faire mieux. Donc on a récupéré ce périmètre-là. On s'était donné des ambitions assez fortes parce qu'on s'était dit il faut absolument que là tout se passe mal et il faut absolument qu'on réussisse à cranter certaines choses et à faire en sorte que les pratiques qu'on promeut elles ont du sens et elles vont réussir à transformer la façon dont était opéré le delivery de ce logiciel-là. Et dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, nous, en fait, qui avions cette ambition-là, en fait. Et il y avait le dispositif de pilotage à Paris, qui avait l'habitude de bosser avec le CDS l'offshore en Inde, qui n'avait pas du tout pris le pli. Et ça a été très très dur jusqu'à ce que je mets là, des situations assez extrêmes, avec de la violence verbale. Parce que les émotions prennent le pas. Moi j'ai souvenir de me retrouver, en plus j'étais chez moi en fait à une conf call avec mes enfants qui étaient à l'étage, etc. Et je hurlais au téléphone tellement j'étais énervé, tellement j'étais hors de moi par rapport au fait que entre les ambitions qu'on s'était données avec la direction, la volonté qu'on avait et puis la réalité, il y avait un écart tel que ça se passait mal, tout le monde souffrait vraiment de la situation. Et moi, ça m'a fait sortir de mes gonds. Je le fais quasiment jamais, mais voilà, ce type de situation peut vous rendre un peu violent verbalement, et ça, j'essaye de ne plus le faire, mais heureusement, alors je date ça entre 1 an et demi et 2 ans après la création de l'entité, on doit être une trentaine. Ça a commencé à devenir beaucoup plus sympa. Pourquoi ça a commencé à devenir plus sympa ? Parce que en fait, en 1 an, on avait quand même fait des beaux projets. On avait fait surtout des projets qui étaient partis en production, qui étaient devenus des composants assez importants du SI voyagesncf.com. Ça fonctionnait bien. Les gens commençaient à avoir confiance sur le fait qu'on pouvait reprendre, parce que là on avait fait le projet from scratch, on pouvait reprendre le projet en appliquant nos méthodes et ça allait bien marcher. On a eu aussi des opportunités pour éprouver vraiment nos pratiques d'une manière assez complète. Comme exemple, j'ai un sujet autour de la partie programme de fidélité de la SNCF. Je ne sais pas si vous êtes abonné Grand Voyageur. Mais donc à l'époque où on a fait le projet que je vais vous raconter, entre le moment où on faisait une demande et le moment où on recevait la carte et on pouvait commander avec la carte de fidélité et donc cumuler des points, il se passait 1 semaine. Et donc ça n'allait pas du tout pour les clients, pour les vendeurs dans les boutiques SNCF, parce qu'ils ne pouvaient pas proposer en fait, aux nouveaux clients, aux prospects, des cartes de fidélité. Et donc il y a eu un concept qui a été imaginé dans le Labino TGV à Paris. Ensuite ils sont venus nous voir en disant on n'a pas beaucoup de budget, mais on aimerait vraiment éprouver en situation réelle cette idée en fait, est-ce que vous pouvez nous aider? Et là on leur a dit oui bien sûr. Mais il faut faire ça suivant nos règles en fait. Et donc on a réussi sur un temps assez court avec un budget assez réduit, donc c'était 4 sprints vraiment d'1 semaine parce qu'il fallait qu'on ait des retours assez rapides, à faire un premier proto qui était live en prod, qui fonctionnait. Alors sur un périmètre très réduit, c'est-à-dire que ce qu'on faisait, c'est qu'on générait on générait des cartes en fait fictives, donc qui étaient créées dans les systèmes. Et ensuite, l'application, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle permettait aux vendeurs de l'attacher en fait à un client nominativement. Mais en fait, pour la SNCF, c'était un peu un exploit parce que globalement,
souvent, entre le moment où il y a quelqu'un qui a une idée et le moment où il y a quelque chose qui sort en prod, c'est plutôt de l'ordre d'1 an et demi, 2 ans. Donc là, c'était quasiment 2 mois et demi entre le moment où il y avait eu le labino, le moment où on avait dealé sur la méthode, etc. Et le moment où ça sortait en prod, c'était 2 mois et demi, quoi. Donc voilà, on a eu des opportunités, et ça c'est hyper important parce que sans ça, en fait, déjà on n'aurait pas pu confirmer que nos convictions pouvaient marcher. Et en plus, ça nous a permis de un peu rayonner auprès du groupe SNCF sur les pratiques sur lesquelles on voulait avancer. On a eu aussi quand même quelque chose qui est assez important, c'est que il y a eu une forte volonté de digitaliser la SNCF. Donc il y a eu plein de budgets qui a été débloqué pour faire ça, et ce qui nous a permis de croître et de faire beaucoup de nouveaux projets de build. Et je pense que c'est en faisant des nouveaux projets de build qu'on réussit en fait à mettre en place des nouvelles pratiques et à évoluer. Et le dernier point, en fait, à cette époque-là, j'ai changé de manager. J'étais rattaché au directeur des opérations, en fait, qui me laissait un peu libre sur ce que je faisais, mais qui ne m'accompagnait pas beaucoup. Là, on a eu un manager qui venait de vente privée, qui était un agiliste convaincu, qui en plus avait été recruté pour ça, avait été recruté pour transformer en fait la façon dont on faisait le delivery, et qui nous a permis en fait qui nous backupait en fait sur toutes nos prises d'initiative, et ça c'était hyper important. Voilà, donc là je vais passer au mode petites histoires. Je pense que j'ai fini le mode j'introduis. Première chose, donc on a en 5 ans, avec Cyril et Clément, on a fait à peu près 250 entretiens d'embauche et on a embauché à peu près 50 personnes. On a reçu foison de CV de prestataires. On a fait à peu près 250 entretiens, on en a pris une centaine. Et surtout, on était focus sur des développeurs et des leaders techniques, à peu près à 90%. Donc le recrutement, c'est essentiel. Vraiment, pour nous, c'est un élément clé. Et de toute façon, si on veut réussir en fait, dans l'IT moderne, il faut recruter des gens compétents, qui ont le bon mindset. Donc c'est pour ça que je mets dans les fondamentaux, il faut que vraiment il y ait des fondations solides côté manager, côté leader technique. Il faut que les gens ils adhèrent à notre mindset parce que c'est quand même ça demande parfois à aller au-delà du côté du possible côté je fais du dev et je veux juste faire ça et c'est train-train, c'est peinard. Là on demande d'aller au-delà et de voir un périmètre beaucoup plus large. Et il faut être aussi très exigeant. Parce que c'est le cœur du système en fait. Quand on veut rendre les équipes les plus autonomes possibles et les plus responsables possibles de ce qu'elles font. Et donc il faut être exigeant sur les personnes qu'on recrute. La petite photo, c'est pour vous dire que le marché est tendu et donc on essaie d'innover pour le recrutement. Donc ça, c'était mardi dernier. C'était un job dating qu'on organise régulièrement à Nantes. Et on essaye de faire en sorte de sortir du modèle de recrutement classique. Donc là, il y avait 16 personnes qui sont venues, qui avaient été vues dans des salons et après chassées sur LinkedIn. Et donc on les a vus dans un mode détente avec des pizzas, de la bière, des discussions plutôt ouvertes. C'est vraiment très intéressant comme mode de recrutement parce que ça permet tout de suite de voir si les personnes vont être en phase avec le mindset de la boîte. Et s'ils ne le sont pas, en fait, ça ne sert à rien de les recruter. On s'est vite posé des questions autour du fait qu'on changeait régulièrement les collaborateurs d'équipe. Et quand on a décidé de construire au début l'organigramme de l'équipe, en fait, on avait les collaborateurs qui étaient rattachés hiérarchiquement à leur responsable d'équipe. Bon, comme on les faisait switcher régulièrement de projet, on s'est dit est-ce qu'on doit les faire switcher aussi de manager et en fait, c'est pas possible parce qu'il y avait certains collaborateurs qui changeaient 3 fois de projet et donc ils ne pouvaient pas changer 3 fois de manager.
Donc par rapport à ça, on a plutôt décidé de partir sur un mode de fonctionnement organique en termes de vision de nos équipes. Et donc, nos fondamentaux, c'est quoi? C'est déjà, les managers, ils sont là pour accompagner les collaborateurs sur le long terme. Ils ne sont pas là pour gérer le day-to-day du projet, en fait. Le day-to-day du projet, c'est le rôle du Scrum Master, alors qui peut être un manager, l'un n'exclut pas l'autre. Mais en tout cas, on veut dissocier les deux, parce que de toute façon, c'est impossible de suivre son collaborateur au quotidien par rapport à la façon dont on fonctionne. Et surtout, on veut être adaptable par rapport aux enjeux de la société, en fait. Et quand on vient nous voir en nous disant, bah voilà, d'ici un mois, il faut monter une nouvelle équipe, il faut qu'on sache répondre, en fait, parce que l'agilité, c'est aussi savoir monter des équipes rapidement, et de manière et des équipes performantes pour commencer les projets. Et donc ça, dans des structures un peu plus rigides, par silo, en fait, c'est très compliqué. On le voit, on en a comme ça à Paris. Et globalement, c'est plus long pour bootstrapper une nouvelle équipe. C'est pour ça que nous, on a décidé de prendre le parti d'être plutôt adaptable qu'être lisible d'un point de vue juste organigramme. Le boulot des managers, dans ce contexte-là, c'est un boulot un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que ça demande en fait à ce que les feedbacks sur ses collaborateurs, il aille les chercher en externe et qu'il ne se fasse pas juste un retour par rapport à la proximité qu'il a avec le collaborateur. Ça rend le boulot du manager plus compliqué. On a eu au début des moments où ça ne s'est pas bien passé en fait, parce qu'entre ce qui avait été communiqué au manager et ce que le Scrum Master appliquait, il y avait juste rien à voir en fait. Et on s'est retrouvé au bout de 6 mois en se disant mais dans les objectifs il y avait ça, il n'a pas fait ça du tout, etc. Donc ça on l'a vite cassé en fait et maintenant c'est rentré dans les mœurs que régulièrement le manager du collaborateur va prendre un café avec le Scrum Master pour discuter de son collaborateur. Voilà. Et ça c'est un point hyper important, mais ça rend le job de manager beaucoup plus enrichissant parce que, alors c'est ma conviction, on crée moins un lien d'affect qui peut biaiser en fait, le jugement qu'on a des gens si on écoute les feedbacks globaux de toutes les personnes qui travaillent avec lui plutôt que d'être en proximité avec lui et juste de voir qu'est-ce qu'on ressent par rapport au quotidien qu'on a avec lui. Et dernier point, sur l'organisation, ça nous oblige en fait à assurer du management de manière collective en fait, plutôt que de manière pyramidale. Et ça, c'est un élément aussi clé de l'organisation qu'on a mis en place. Donc, on fait des points réguliers entre managers pour parler des collaborateurs, tous ensemble, un élément hyper important. Quand on a des revues managériales en fin d'année pour décider des augmentations et des promotions, on le fait tous ensemble. C'est une problématique collective. Et quand il y a des problèmes, parce qu'il y a des problèmes de temps en temps avec certains collaborateurs, on les adresse de manière collective et ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Ça c'est assez important, ça ne fonctionnerait pas si on n'avait pas tous ces éléments. Je pense qu'on n'arriverait pas à être aussi agile et adaptable d'un point de vue organisationnel si on ne faisait pas ça. Une autre histoire, on a eu au bout d'1 an et demi un collaborateur qui est venu nous voir. Alors à l'époque il était manager et Scrum Master. On l'avait embauché au tout début. Je pense qu'il avait accepté la proposition parce qu'il avait les compétences et parce que surtout il souhaitait nous rejoindre, parce qu'il avait déjà bossé avec nous à Paris. Mais au bout d'un certain temps, il s'est dit en fait, moi ça me convient pas. Je voudrais vraiment me concentrer sur l'opérationnel, c'est ça que j'aime. Voilà. Je pense que s'il y avait eu ce genre de s'il y a eu ce type de cas en fait dans les années 2000, dans la façon dont c'était géré voyagesstep.com il y a 10 ans,
en fait, ça serait mal passé, et on n'aurait pas compris, on se serait dit, ah non, c'est pas possible, c'est une régression, qu'est-ce qui se passe, etc. Tandis que là, on l'a vraiment bien accueilli, on s'est dit, en plus, la personne en question est très compétente techniquement, on s'est dit, bah voilà, c'est un atout, on va juste s'adapter par rapport à ça, et c'est vraiment pas grave. Et donc, on a pas mal réfléchi aux problématiques de rôle et d'emploi repère, en fait. Il faut voir que notre conviction, c'est qu'il y a une problématique RH, avec une grille, avec des échelons, des niveaux, etc. Et après, il y a la réalité des projets. Et il ne faut pas corréler les deux, sinon on rigidifie un peu les organisations. Et on s'empêche en fait des cas de transfert alors que c'est pertinent, alors que les collaborateurs le veulent et que ça va nous apporter quelque chose. Donc pour ça, il faut travailler avec les RH, il faut qu'ils soient ouverts aux transformations. Nous, on a l'avantage d'avoir une bonne dynamique d'un point de vue RH parce que ils ont besoin d'être modernes pour véhiculer une bonne image auprès des personnes qui vont embaucher, etc. Donc ils nous accompagnent vraiment sur ces problématiques-là et c'est hyper important. Et donc ils ont mis en place une politique RH adaptée qui est en plus incitative et qui fait que voilà, il y a des filières qui se construisent avec des filières plutôt pour les gens qui se dirigent vers des rôles de facilitateur et scrum master et pilote, chef de projet. Des personnes qui vont plus avoir envie de faire de l'expertise technique et qui vont être développeurs, leaders techniques, experts techniques. Et des filières aussi fonctionnelles avec des analystes fonctionnels, des product owners, des consultants fonctionnels. Donc ça, c'est assez important. Il faut vraiment que, pour réussir, c'est ma conviction, il faut qu'on puisse avoir une politique qui permette à des personnes qui veulent se focaliser en fait, sur l'expertise technique et sur le fait d'être opérationnellement dans les équipes et apporter leur savoir aux équipes, de pouvoir leur proposer en fait, un plan de carrière qui soit équivalent de quelqu'un qui se projette dans un plan de carrière de chef de projet, directeur de projet, etc. Ça c'est essentiel, sinon en fait on les perd, ces gens-là, et c'est vraiment dommage parce que ça reste des gens qui sont clés dans le mode de fonctionnement qu'on a. Et un dernier point qui est important, c'est qu'on se considère un peu tous opérationnels et tous capables de mettre la main à la pâte dans les équipes. On recrute les gens pour ça. On leur explique que de toute façon, il y a très peu de personnes qui n'assurent pas un rôle dans une équipe projet. Et donc on est tous opérationnels. Et voilà, ça nous arrive, nous, managers, en fait, de participer avec les équipes au hackathon. Parce que on a ça dans notre ADN. Alors, nouveau point, je pense que vous reconnaissez le cycle en V. Donc je vais vous parler de ça. Je l'ai représenté en fait par rapport au fait qu'il y ait des silos en fait dans les cycles en V par rapport au rôle et aux responsabilités. Donc l'architecte qui design les solutions, le fonctionnel qui creuse avec le métier les exigences, le développeur qui développe, le testeur qui teste après, et comme ça le cycle, on le connaît tous, je ne vais pas passer. Nous, notre conviction, c'est que ça fonctionne pas très bien, et que ce qu'on pousse, c'est les feature teams. Donc je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur voyagesncf.com. Donc globalement, on promeut les feature teams parce qu'on a envie on considère que constituer une équipe avec un maximum de profils différents, mais qui est responsabilisé sur un seul objectif, ça a plus de valeur que d'être dans un mode de fonctionnement où il y a différents départements qui se passent la balle progressivement, comme dans le cycle en V. Par contre, quand on passe d'une structure, parce que quand on est arrivé historiquement chez voyagesncf.com, on était en cycle en V, il faut avoir une stratégie en fait pour adresser la transformation des métiers. Et ça, c'est un point important parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps et il faut l'adresser le plus tôt possible en fait pour que les feature teams soient les plus performantes et les plus adaptées possibles. Donc par rapport à ça, je vais vous expliquer comment nous on a fait. Donc
globalement, une feature team, en termes de rôle, il y a le leader technique, il y a des proxy PO pour creuser sur les besoins fonctionnels, des personnes qui sont en charge de la stratégie de test, des développeurs, des gens, alors j'appelle ça DevOps en fait, qui font lien entre voilà, qui s'assurent de mettre en place l'usine logicielle, tous les automates de déploiement, en fait, qui ont le leadership là-dessus, et l'exploitant, et au milieu le Scrum Master. Donc l'architecte, en fait, on l'a transformé en leader technique. On n'a jamais utilisé le terme architecte pour qualifier quelqu'un dans nos équipes. On a toujours utilisé le terme leader technique, déjà parce qu'on considérait que c'était un terme un peu ancien, et aussi parce qu'on avait envie de transformer, justement partir sur quelque chose de nouveau et avec une autre connotation. Les fonctionnels, en fait, globalement, ça peut soit devenir des proxy PO dans les équipes, soit devenir des référents sur la stratégie de test. Parce que, alors, je vais faire un petit aparté, mais c'est assez important. On a pas mal travaillé autour de comment on adressait tout ce qui était stratégie de test chez SNCF.com. Et aussi, on l'a mixé avec les problématiques de documentation et de spécification fonctionnelle. Et pour nous, en fait, tout est lié. Et pour ça, on utilise, alors si vous êtes familier avec l'agilité, les méthodologies BDD, donc Behavior Driven Development, et où globalement, le boulot, on réussit à se construire un référentiel fonctionnel via les test cases qu'on automatise et qui sont donc le point d'entrée en fait quand on a envie de comprendre fonctionnellement l'application. Et pour ça, en fait, c'est important dans le rôle de l'analyse fonctionnelle de décrire les test cases. Et c'est pour ça que le fonctionnel peut devenir en fait la personne en charge des tests dans l'équipe. Les testeurs, ils peuvent soit prendre le rôle de lead test, ce qui est le plus commun, soit passer du côté développement en fait quand ils ont une certaine appétence à la technique. Parce que globalement, on a eu pas mal de personnes qui étaient historiquement testeurs, dont leur job c'était de construire des automates de test. Et donc ces personnes-là, en fait, viennent dans les équipes diffuser leurs compétences sur les automates de test, mettre en place les socs techniques. Et petit à petit, ce qu'on voit, c'est que au bout d'un an et demi, parce que ça dure quand même assez longtemps, hein, le temps qu'il y ait de la formation, et puis il faut aussi sortir le projet. Au bout d'un an et demi, on a réussi à faire disparaître en fait la casquette de il n'y a que moi qui est testeur, pour que toute l'équipe utilise des automates de test et que le testeur historique puisse développer des user stories fonctionnelles. Bon, le développeur, il n'y a pas de sujet. L'intégrateur historique, donc celui qui réceptionnait les packages qui étaient livrés par les équipes de dev et qui les préparaient pour la production. On a eu aussi deux possibilités d'évolution de carrière, soit vers le développement en fait. Donc c'est pareil, ils ont commencé en fait à être intégrés dans des équipes où au début ils assuraient beaucoup de tâches de mise en place de l'usine logicielle, de support sur les environnements d'intégration de recettes, les environnements de l'équipe. Et petit à petit, après avoir correctement industrialisé, ils sont rentrés en fait, ils ont eu suffisamment de bande passante pour commencer à adresser des sujets de user story fonctionnel. Ou alors, ce qu'on peut avoir aussi, c'est que ces intégrateurs historiques prennent des rôles d'experts transverses dans des équipes spécialisées pour la création des usines logicielles, de toute notre stack en fait, qui permet de faire le déploiement automatisé. Et l'exploitant, il y a deux possibilités. Soit il reste exploitant dans l'équipe, soit il va vers le rôle de DevOps en fait. De plus en plus, dans les équipes, on fait en sorte que les tâches de l'exploitant pour monter les environnements soient décrites dans des user stories dans le backlog, et donc soient priorisées comme les user stories fonctionnelles. Petit à petit, en fait, il rentre dans un mode de fonctionnement où il produit comme l'équipe, sachant qu'à terme, quand on aura atteint un certain niveau de maturité,
On espère aussi pouvoir le faire contribuer sur du développement pur. Voilà, vraiment c'est un point important. Quelques points d'attention quand même. Je les ai déjà évoqués, mais je vais les rappeler. Ne pas se précipiter. Ne pas précipiter les choses, en tout cas. Globalement, pour l'avoir vécu dans plusieurs cas, chez nous, c'est entre 2 ans et 3 ans en fait pour voilà, vraiment qu'il y ait une transformation, que les gens se forment en fait et acquièrent suffisamment de compétences pour que la spécialisation en fait disparaisse au sein de l'équipe. Donc voilà, ça prend du temps, il ne faut pas brusquer les choses, il faut accompagner les gens bien sûr. Il faut que ce soit bien explicité en fait quand on fait des recrutements. Donc on passe beaucoup de temps à raconter ce qu'on fait quand on fait des recrutements. Et donc ça fait partie des fondamentaux. Et quand on recrute, c'est surtout pour les développeurs. On leur dit qu'ils vont devoir toucher à tout. Parce que si les développeurs restent cantonnés à leur activité de développement applicatif, on ne pourra pas faire intégrer d'autres profils en fait, au sein de la feature team qui vont commencer à faire du développement parce qu'on va avoir un problème mais au fait, si le testeur il fait plus les tests et que les devs ne veulent pas toucher aux tests, ça ne marchera pas en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fondamental et on en parle systématiquement dans les recrutements parce que si on sent que les personnes, ça ne leur va pas, par exemple, on a eu un cas récemment où ça a été radical sur l'entretien d'embauche. La personne a dit oh là, c'est chiant, au DSM, il y a l'exploitant qui a parlé de ses problématiques de prod, moi ça me fait chier. Quoi. Bon, ça tout de suite, le mec on ne le rappelle même pas. Voilà, donc dès le recrutement, en fait, il faut que les gens soient dans le mindset de se dire, en fait, mon boulot évolue, certes, je suis l'expert en fait, du développement applicatif, mais je vais toucher à l'automatisation des tests, à l'industrialisation du déploiement, à la supervision, à l'exploitation, à la rédaction, à l'automatisation des tests. Et dernier point, non des moindres, expliquer pourquoi on va les obliger à faire ça. En fait, qu'est-ce que ça a comme intérêt en fait, de faire en sorte que les gens ils aient une compétence majeure, mais qu'ils aient aussi d'autres compétences qui permettent d'aider l'équipe. Donc pour ça, en fait, tout ce qui est autour des pratiques agiles, tout ce qui est surtout autour du DevOps nous aide beaucoup, sachant qu'on le promeut énormément. Voilà, mais il faut vraiment expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi quand on passe 40 à 50% de son temps en fait, à automatiser des tests, c'est un peu dur pour les gens qui préfèrent faire du développement logiciel pur. Mais il faut leur expliquer que ça permet de ne pas s'endetter techniquement, de livrer, pouvoir être en mesure de faire du continuous delivery, etc. Quoi. Et ça, il faut le rappeler en continu, parce que vraiment, c'est ce qui est le plus dur. Excuse-moi. Si tu reviens, juste même le slide d'avant. Là-dessus, vous étiez dans une organisation aussi locale avec, j'imagine, des personnes qui étaient dans différents services. Voilà. Et du coup, il n'y a pas eu de... Enfin, comment vous avez traité la problématique peut-être de, je dirais, hiérarchie, donc, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui dépendent de services différents se retrouvent dans les mêmes équipes à travailler ensemble. Il n'y a pas eu de problème justement au niveau hiérarchie dans l'entreprise. En fait, on a... alors là, je ne le présente même pas, mais le sujet, c'est que dans les équipes, il y a des personnes qui viennent d'entités de direction différentes. Et ça, de toute façon, on a... parce qu'il faut... quand même avoir une certaine cohérence. Je pense par exemple à tout ce qui est... on a la direction à Paris produit. On a une direction produit auquel sont rattachés tous les product owners. On a un directeur produit qui donne la stratégie produit. Et il faut absolument que ce soit lui qui soit manager en fait, pour déjà adapter la gestion de carrière des product owners de toute la boîte. Et aussi pour qu'il puisse y avoir des échanges entre eux. Mais par contre, ils sont après immergés dans des équipes et on fait en sorte que toute l'équipe et donc tous les membres de l'équipe soient en responsabilité sur leurs produits.
Et ça, de toute façon, c'est un peu un élément, on va dire, obligatoire de notre mode de fonctionnement, et tout le monde y adhère au niveau du comité de direction. Il n'y a pas de sujet. Et après, de toute façon, il y a toujours ensuite des échanges entre les managers quand il y a des choses qui ne vont pas. Moi, j'ai principalement j'ai des one-to-one avec tous les managers des collaborateurs qui interagissent dans les feature teams où il y a mes collaborateurs. Et donc toutes les semaines, en fait, on discute des pratiques et ce collaborateur-là, il est dans ce mood-là, comment on fait et lui, il n'est pas dans le mindset, comment on fait pour le faire évoluer, etc. En fait, le sujet, c'est que le rôle des managers, c'est de faire des points réguliers avec tous les autres managers pour faire en sorte que le système soit un peu aligné et que ça ne parte pas dans tous les sens. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je vais vous parler d'un sujet sur les objectifs. Alors historiquement, principe d'objectif annuel. Je ne sais pas si vous avez ça, mais nous on a ça. Je pense que dans beaucoup de boîtes en France on a ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que régulièrement, alors c'est quelque chose qui doit être pyramidal normalement, c'est-à-dire que c'est le directeur qui décide et puis ensuite c'est décliné. Et on a à peu près 7 niveaux entre le directeur général de VSCT et les personnes qui sont au plus bas. Et souvent, les RH nous demandent vite, organiser ça en 2 mois. Et le directeur, en fait, il n'a juste jamais le temps, il ne fait jamais son truc, c'est toujours le dernier. Donc on se retrouve toujours au middle management à se dire qu'est-ce que j'ai compris de la stratégie, etc. Bref, le mode de fonctionnement, on avait un vrai problème avec le mode de fonctionnement de définition des objectifs. Et en plus, on était convaincus que faire une pure redescente top-down des objectifs, ça ne marchait pas. D'ailleurs, on le voyait régulièrement, certaines personnes disaient de toute façon, tant pis pour mon variable, moi cet objectif-là, j'y adhère pas, donc je ne le fais pas. Donc on a réfléchi à la façon dont on pouvait moderniser ça. En plus, juste dernier point, on s'est retrouvé dans plein de situations où une semaine après avoir fait les objectifs d'un collaborateur, on allait lui annoncer qu'il allait changer d'équipe et qu'on devait changer d'objectif. Bref, donc au bout d'un certain temps, on s'est dit il faut qu'on trouve une solution parce que ça ne fonctionne pas. Et on a travaillé sur alors ça c'est la deuxième version de ce qu'on appelle maintenant l'arbre des ambitions, qui s'appelait l'année dernière l'arbre des objectifs, dont je vais vous parler, qui est on va dire encore en mode d'expérimentation parce que je pense que ça a besoin de prendre du temps pour bien fonctionner ce type de dynamique. Mais le principe c'est quoi? C'est que en un mois, avec le comité de direction, on travaille sur la vision 2019 pour donner quelques ambitions très stratégiques autour de là où on veut là où on veut aller en fait. Donc par exemple, il y a toutes les branches SNCF sont clientes de VSC Technologies, il y a VSC cultive son excellence opérationnelle, il y a VSCT met en avant ses talents. À l'issue de cette première phase, qui est assez rapide, on fait une première déclinaison des ambitions en se disant on donne des ambitions sur 2017. Et donc, là, on se dit comment on peut commencer à faire quelque chose d'un peu plus micro avec les ambitions 2019. Mais ça reste quand même assez limité, c'est-à-dire que là, on en a 19, je crois. Non, plus, ou 24 ou 25, je ne sais plus. Bon, bref, il faut que ce soit limité en termes de nombre, il faut que ce soit des trucs assez généraux. Donc, par exemple, on aimerait mettre sur notre nouvelle infra d'hébergement cloud 10 projets dans l'année. Et ensuite, on fait une présentation collégiale de tout ça à toutes nos équipes et on leur demande en fait de faire du picking dans ces objectifs par rapport à ce qui convient le mieux à ce qu'elles font au sein de leurs équipes et leurs points de douleur aussi, là où elles sentent qu'elles ont besoin de progresser. Et on leur demande en fait de définir des plans d'action pour progresser
en cohérence avec ces ambitions-là. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y en a qui ne le souhaitent pas forcément, c'est à injecter dans leurs objectifs individuels. C'est vraiment bien. Je trouve en tout cas, ça nous a permis de progresser. Vraiment, on a eu des changements culturels en fait, qui sont opérés sans qu'on ait eu à les piloter, à les manager, à passer du temps à convaincre les équipes via ce mode de fonctionnement-là. C'est surtout l'exemple, c'est surtout autour des problématiques de truck factor en fait, le fait de ne pas avoir une seule personne dans une équipe qui a la connaissance d'un sujet en particulier. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup parlé aux équipes l'année dernière. Ils l'ont à peu près tous pris et ils ont tous mis en place des matrices de compétences. Ils ont tous travaillé en fait sur des plans d'action pour avancer là-dessus. Et je pense que si on avait essayé, d'un point de vue global, d'imposer à tout le monde de le faire, on n'aurait pas réussi. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien et ça aide surtout à faire en sorte que tout le monde se retrouve en fait dans les objectifs parce qu'on a quand même des grands écarts entre les personnes qui sont sur voyagesncf.com et qui contribuent en fait au business de voyagesncf.com, au fait qu'on vende plus de billets de train, et d'autres personnes en fait qui sont à monter la Big Data Fab pour la SNCF, quoi. Et en fait, avec ce mode de fonctionnement-là, chacun peut trouver ce qui lui correspond le mieux pour progresser. C'est encore je dirais que c'est encore en phase de rodage. On a encore certains éléments de culture qui sont prégnants et qui font que de temps en temps ça se passe pas bien. L'élément le plus que je trouve encore assez problématique, c'est que les gens restent dans un mode où ils pensent que c'est des injonctions. Et faire passer les messages que ce n'est pas des injonctions, c'est des ambitions, parfois c'est un peu compliqué. Et ils ne comprennent pas pourquoi leurs petits camarades, alors qu'ils ont choisi ça parce qu'ils disaient que c'était le truc le plus important, pourquoi leurs petits camarades ne l'ont pas pris. Mais bon, ça il faut l'admettre. Et vaut mieux en fait avoir des dynamiques différentes à différents endroits, mais sur lesquelles on a des vraies améliorations, plutôt que d'essayer de porter tout le monde vers une même direction avec des mêmes objectifs, et ça on n'y arrive pas. Je vais vous parler de budget. Ça c'est une phrase que répétait régulièrement mon responsable quand il est arrivé. Il nous a dit arrêtez de parler tout le temps de budget. Est-ce qu'on pourrait se focaliser sur les projets? Je pense que c'est assez symptomatique, je pense, de la façon dont on adresse l'IT, dont on a adressé l'IT avant. C'était pilotage par les budgets, combien on a de budget, faites les chiffrages, ah ben non, refaites un chiffrage, c'est trop cher. Voilà. Globalement, on parlait, et puis alors vous dépassez, et puis pourquoi vous avez dépassé, c'est quoi le budget, voilà. Bon, globalement, tout le comité de direction, les managers parlaient que de budget, alors que l'objectif c'est faire des projets. Donc par rapport à ça, moi j'ai une théorie que j'ai appelée la lean budget. Globalement, tout le temps qu'on passe à gérer le budget, ça n'apporte aucune valeur pour les clients. Voilà. Donc ça déjà c'est un point important. Par rapport à ça, par exemple, moi on est venu me voir en me disant oui, ton entité commence à être grosse, est-ce que tu voudrais quelqu'un pour gérer ton budget? J'ai fait non, c'est bon, on va faire en sorte d'avoir le truc le plus simple possible pour qu'on passe le moins de temps possible et pour qu'on se concentre sur ce que le client attend de nous, c'est-à-dire délivrer des projets. Pour ça, il faut passer, et c'est beaucoup mon rôle, passer beaucoup de temps à influencer le système pour que justement on consacre un maximum de budget à la production de valeur et non pas à gérer du budget. Et pourquoi je dis ça en fait? Alors c'est pas parce que genre on n'a pas envie de gérer le budget, non, le sujet il n'est pas là en fait. L'agilité apporte déjà tous les outils qui vont permettre de gérer son budget. Globalement, les backlogs qu'on veut prioriser, mettre en place des dispositifs capacitaires, ça apporte les mêmes solutions pour gérer le budget que de faire des fichiers Excel et des chiffrages et des machins et des bidules, quoi. Au début, le client, de toute façon, il a un budget donné par rapport au découpage budgétaire que la SNCF fait.
Et par rapport à ça, il faut faire en sorte d'apporter un maximum de valeur. Et plutôt que de cramer 30% de son budget à faire des chiffrages pour voir combien il va faire avec les 70% restants, on les pousse en fait à commencer à mettre en place des dispositifs, à prototyper des premiers éléments pour être de plus en plus prédictible sur combien ça va coûter au final et où est-ce qu'on va arriver, plutôt que d'essayer de s'engager sur... en plus, bon, je pense que pour ceux qui ont fait plus de 10 ans en informatique, ils savent très bien qu'un budget à un instant donné ne se vérifie jamais 6 mois après. Donc ça ne sert à rien de continuer à se mentir en fait. Et voilà. Et donc c'est pour ça que moi, un de mes rôles importants, c'est d'aller voir les clients et de leur expliquer ça. Alors de temps en temps, c'est compliqué, il faut aller les voir plusieurs fois, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça se transforme. Pour vous dire, globalement, d'année en année, je n'augmente pas le nombre de lignes budgétaires que je suis, alors que je fais plus 20, plus 30% en termes de capacité dans mes équipes. Et ça, c'est parce qu'on essaye au maximum de faire en sorte de mettre en place des dispositifs capacitaires avec l'arbitrage du client via la priorisation du backlog, plutôt que d'essayer de faire des chiffrages qui sont tout le temps faux. Et un point important, j'en ai un peu parlé, se remettre en cause, essayer de s'améliorer en continu, se remettre en cause sur les pratiques qu'on a, pour vraiment se focaliser sur passer le moins de temps possible et surtout faire passer le moins de temps possible aux équipes à gérer le budget, quoi. Et ça, c'est un point important parce que ça en devient... il y a des moments où en fait on plie l'organisation et on est perpendiculaire à l'agilité parce qu'on veut faire rentrer dans certaines logiques budgétaires. Voilà. Donc vraiment, par rapport au Lean qui veut supprimer en fait tout ce qui n'apporte pas de valeur, c'est pour ça que j'ai appelé ça Lean Budget. Notre histoire. Donc on a travaillé, on a eu un projet l'année dernière autour de TER, la distribution, la digitalisation TER. C'est vraiment un gros projet avec beaucoup d'intervenants, c'était très compliqué. Des gens très haut placés à la SNCF qui donnaient des dates 9 mois avant en disant il faut que ça sorte à telle date. Donc beaucoup de pression du système sur nos épaules. Et donc un moment en fait où on avait déjà 2 mois de retard par rapport à l'engagement initial. Il y avait des problématiques autour des performances de l'application sur laquelle on bossait. Et ayant un passif d'architecte, d'expert sur les perfs, j'ai décidé d'aller m'asseoir à côté d'un leader technique pour bosser avec lui sur ce sujet. Et donc on a commencé à bosser, etc. Et puis au bout d'un moment, il dit je m'en vais, j'ai DSM. Moi, je suis resté là en disant tiens, ok, bon, et ça m'a frappé en fait. Ça m'a frappé parce que globalement, il y a certains dogmes. Les gens, ils vont jusqu'à considérer qu'il y a certains dogmes sur lesquels on peut pas revenir, quoi. Et genre là, ne pas faire le DSM, c'était impossible, alors qu'on était quand même dans une situation quasiment de crise. Et c'est vraiment problématique, quoi. Parce qu'on est avant tout là, ouais. C'est quoi un DSM? Ah, c'est Daily Scrum Meeting. C'est les mêlées quotidiennes dans l'agilité. Donc, on est là avant tout pour faire des projets. L'agilité, c'est un framework. C'est pas une fin en soi. Ça, c'est un point important, hein. On a tendance à voir des organisations qui dérivent en mettant plus en avant en fait, le respect des pratiques agiles que le fait de délivrer des projets. Si on sort du cadre agile, c'est possible et c'est vraiment pas grave. Il faut savoir le faire, hein. C'est un point important. De temps en temps, c'est sain pour les équipes. En plus, ça les libère ils ont en plus l'impression s'ils ne respectent pas le cérémoniel, que le monde va s'écrouler, mais en fait, il ne se passe rien du tout s'ils décalent de 2 jours leur démo. C'est juste qu'ils ont réussi à démontrer un truc qui marche. Voilà.
on est dans un contexte où on a des clients, comme je vous expliquais au début, qui découvrent l'agilité et pour qui avant l'IT c'était très nébuleux, ça coûtait cher et ça ne produit pas grand-chose. Donc il faut adapter les méthodes au contexte, être vraiment identifier quels sont les fondamentaux qu'on peut commencer à appliquer par rapport aux clients, et tout en gardant le fait qu'on a une cible commune en fait, et qu'on va aller progressivement vers cette cible-là. Et puis après, le dernier point, j'en ai parlé au début quand j'ai parlé du stress, autour de le fait de transformer, ça prend du temps. Globalement, faut voir qu'il faut 1 an, je dirais même 2 ans, pour que les gens alors qu'ils nous côtoient au quotidien et qui sont dans qu'on essaie d'inclure au maximum, à qui on est le plus transparent possible sur tout ce qu'on fait, pour qu'ils adhèrent vraiment et qu'ils comprennent vraiment la démarche, quoi. Donc et vraiment à partir de ce moment-là où on ne les a pas forcés, on n'a pas fait en sorte de les exclure, en fait, ils adhèrent et ils sont promoteurs en fait, des méthodes auprès d'eux. Dernier point avant la fin, sur la partie côté obscur, donc c'est plus une introspection par rapport à moi-même. Mais je pense que c'est important, si vous êtes manager dans l'IT, c'est des moments où vous allez vous dire est-ce que vraiment mon équipe c'est ce qu'il faut, est-ce qu'ils sont suffisamment véloces, est-ce qu'il ne faudra pas qu'ils fassent ça autrement. Moi je me souviens à l'époque on faisait ça comme ça allait plus vite, etc. Bon ça il faut oublier, hein. Le principe c'est que l'IT, quand je l'ai pratiqué il y a 15 ans chez SNCF.com, ça n'a plus rien à voir avec l'IT que je promeus aujourd'hui. Et j'ai du mal, moi-même, de temps en temps, il faut que je me redise ça, en fait, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on faisait à l'époque, en fait. Et moi, à l'époque où je faisais juste du développement logiciel, je faisais même pas de livraison, je faisais même pas de déploiement, d'industrialisation, d'automatisation, ça je faisais pas du tout, en fait. Je peux pas essayer de calquer les temps que ça me prenait à l'époque par rapport au temps que ça prend aujourd'hui, quoi. Donc on a de temps en temps l'impression que ça va pas assez vite, mais c'est faux parce que globalement tous les efforts qui sont mis pour automatiser, industrialiser, documenter, etc., tout ce qui est mis autour de la supervisabilité, de l'exploitabilité des applications, ça prend du temps, mais après ça en fait gagner beaucoup et ça produit des logiciels de bien meilleure qualité. Puis aussi le contexte technologique est devenu beaucoup plus compliqué. Un point important, c'était assez marrant parce que en fait, on a eu une démission d'un de mes collègues à Paris qui avait le même poste que moi pour une entité à Paris en fin d'année dernière. Et donc mon responsable a décidé de prendre le costume en attendant de trouver qui il allait promouvoir, de prendre le costume pour assurer la transition, être manager de transition. Et il a été pris dans des rouages de projets compliqués, d'enjeux importants pour la SNCF, et il a commencé à remettre le système en tension. Alors qu'avant, il était plutôt en mode bienveillant, à nous faire confiance, à faire en sorte de ne pas trop perturber le système. Et là, il a recommencé en fait, à remettre de la rigidité dans le système. Et heureusement qu'on a vu ça. En fait, j'en ai parlé avec une de mes collègues qui est aussi une de ces N-1. On a dit il se passe quelque chose, il faut qu'on lui dise en fait. Parce que globalement, je pense qu'on peut faire écrouler le château de cartes en très peu de temps. Et on peut revenir en arrière en remettant de l'attention dans le système, en refaisant du command and control, en repilotant par les budgets et par les slides. Et ça peut aller très très vite en fait.
Donc c'est un point important. C'est une conviction, je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Mais c'est vraiment une conviction qu'au bout en fait, ça va très vite de tout casser. Est-ce que tu veux dire par là que c'est des organisations qui sont fragiles? Quand c'est en mutation, ouais. Voilà. Parce qu'on est encore en mutation en fait. Et parce qu'on a encore beaucoup de gens qui ont des historiques, et parce qu'on a encore un mode de fonctionnement où le métier considère que l'IT c'est juste un centre de coûts et que c'est trop cher. Que je pense si ils n'ont pas encore compris toute la valeur, et on ne l'a pas encore démontré complètement aussi. Hein. Voilà. Donc on est en équilibre un peu précaire. C'est un fait. Hein, et on est là en tant que manager pour défendre, on va dire, les hautes sphères contre le fait qu'ils cassent tout. Quoi. Oui, mais je veux dire qu'il y a une certaine maturité dans les équipes qui sont déjà présentes. Vous l'avez fait travailler en activité. Alors que vous avez du top manager qui intervient et qui risque de casser, vraiment vous avez un contrôle du groupe qui peut dire tout de suite mettre une alerte. Ah, mais là, c'est vraiment un directeur, c'est le directeur du delivery en fait. Donc globalement, après, il y a faut pas se leurrer en fait. Il y a quand même encore une certaine conscience de la hiérarchie dans tous les collaborateurs. On n'est pas encore dans une entreprise libérée. Donc voilà, tant qu'on ne sera pas arrivé à ce niveau de maturité-là, il faut être hyper vigilant. Ouais, je sais, je vais essayer d'accélérer. Et donc, par rapport à ça, on est là, voilà, une partie du job de manager d'entité de delivery, c'est d'être le détendeur entre la pression des hautes sphères et le fait que au niveau des équipes qui font la réalisation, il ne faut pas trop les stresser parce qu'ils ont déjà un job très compliqué. Et ça ne sert à rien en plus de leur mettre la pression sur le temps et le budget. La route est encore longue. Je vais vous parler assez rapidement de quelques points sur lesquels il faut encore qu'on bosse. La culpabilité. C'est marrant parce qu'on est encore dans une culture où il y a des gens qui font des chiffrages projets en prenant le nombre de jours de développement fois un ratio, genre fois 3,5. Et après ils disent que ça coûtera 100 jours de dev, 350 jours projet. Donc à partir du moment où on a 10 jours de retard au budget, quoi, ça fait tout de suite 35 jours de dépassement. Voilà. Donc, on est encore dans cette culture-là, et il faut vraiment qu'on réussisse à la transformer, parce que je pense que les développeurs culpabilisent beaucoup là-dessus. Et ils vont jusqu'à en fait se faire mal en se disant bon, les entrants sont pas nickel, mais bon, c'est pas grave parce qu'il faut qu'on tienne le planning, alors on y va quand même. Puis ils se gadinent parce que les entrants n'étaient pas prêts et il y avait des gros trous dans les specs, et donc ils vautrent, et on leur dit pourquoi vous êtes vautrés. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut changer encore. Il faut savoir, de temps en temps il faut savoir dire non, faire des sprints blancs, c'est important. Et de temps en temps faire plaisir aux clients, c'est un peu le desservir, quoi. Il faut savoir soigner le malade contre son gré. Voilà, c'est pas de temps en temps parce que le client s'est dit oui, mais on avait prévu une conférence de presse à telle date. Ouais, mais on n'est pas prêt, les gars. Oui, mais on avait prévu une conférence de presse à telle date. Ouais, il faut savoir dire non. C'est des choses qu'on ne sait pas encore faire. On sait pas, et on se retrouve dans des situations où on patch la veille de la conférence de presse, et puis on fait pourvu qu'on y arrive, pourvu qu'on y arrive. Le DevOps. Le DevOps, on commence à vouloir vraiment gagner en maturité sur le sujet. On est beaucoup plus avancé sur l'agilité que sur le DevOps. Malheureusement, en fait, on est dans un système qui gère des millions d'euros de volume d'affaires. Et donc, toucher à la production, mettre en place une infrastructure agile, c'est très compliqué. Une infrastructure qui soit ouverte avec des API, etc., c'est vraiment très dur. Là, ce soir ou demain, il y a la plus grosse opération de production depuis les 10 dernières années.
qui font un changement sur le cœur réseau, etc. Pour mettre en place des nouveaux systèmes de firewall qui vont pouvoir gérer les ouvertures de flux de manière automatique. Voilà, donc on a encore beaucoup de chemin à faire pour aller vers, on va dire, l'optimum DevOps. C'est énorme tout ce qui est adressé si on veut vraiment être DevOps. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà parce qu'on fait de l'agilité, mais il y en a beaucoup à mettre en œuvre. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on va bosser dans les 5 prochaines années. Déjà, ce qu'on commence à faire, et je pense qu'il y a un élément hyper important, c'est de commencer à en parler aux collaborateurs, susciter l'envie, changer la culture, leur expliquer qu'est-ce que ça va leur apporter. Vendredi dernier, on a fait une conférence sur tout ce qui était autour du pièce à pièce, c'est-à-dire comment je fais en sorte de décomposer le plus possible toutes mes tâches pour pouvoir aller vers du déploiement continu. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. J'ai encore des burn down qui font ça et ça à la fin. On n'arrive pas à avoir vraiment la décomposition en tâches nominales, c'est très compliqué, à la fois au niveau du dev et en plus au niveau du métier, c'est quasiment impossible. Donc ça, c'est des changements culturels qu'on va devoir faire de manière progressive. Et globalement, il y a plein de choses à faire, c'est hyper intéressant. Et le dernier point, sur le changement de dimension. De temps en temps, voilà, on est parti, il y a 5 ans, on était 9, aujourd'hui on est 110. Il faut savoir se dire que certaines instances qu'on avait l'habitude de faire depuis 2 ans, parce qu'à l'époque on était 25, maintenant on est 50, bah voilà, elles ne servent plus telles qu'elles... Elles apportent plus de valeur par rapport à ce qu'elles apportaient à l'époque. Il faut savoir les remettre en cause, se questionner en se disant est-ce que ça sert encore à quelque chose, qu'on le fasse comme ça. Est-ce que par rapport à notre nouvelle échelle, il ne faudrait pas le faire différemment? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on intègre d'autres personnes? Voilà. Et ça, c'est important de se remettre en cause en continu et de ne pas rester sur ses acquis. Et dernier point, être à l'écoute des signaux faibles. Plus ça grossit, plus c'est diffus. Voilà. Et c'est tout. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Bon, alors du coup, comme prévu, si vous avez des questions, on va pouvoir avoir une dizaine de minutes en fait pour pouvoir en poser. On pourra continuer tout à l'heure autour d'un petit verre. Si vous êtes rapide, hein, parce que je pense qu'on n'aura pas assez, en fait, tout simplement pour boire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Je vais te passer le micro histoire que tout le monde entende. Moi, j'avais une question au niveau de l'organisation. Ouais. Tu parlais de feedback externe et du coup c'était pour éviter les face-à-face. Et donc, c'est pas pour éviter les face-à-face. Oui, non, j'ai mal formulé. Mais du coup, comment vous faites pour pas déporter le problème juste d'un niveau en fait? Parce que si du coup le manager il s'adresse au Scrum Master, bah, il a que le point de vue du Scrum Master. Et du coup, oui, parce qu'il faut qu'il aille chercher des feedbacks externes. Donc il va s'adresser au Scrum Master, au leader technique, il va s'adresser au PO. En fait, il faut qu'il aille chercher un 360. Voilà. Ça, c'est important. Et c'est vrai que après, il faut aussi... ça fonctionne parce que les gens sont plutôt bienveillants et qu'on n'a pas... Voilà, on n'a pas des requins. On a recruté les gens pour que ça fonctionne comme ça aussi. Je peux en profiter, j'avais une deuxième question. Ouais. Rapide à celle-ci. Dans ta transition depuis le cycle en V vers les future teams, ouais. Tu indiques la provenance du coup des différents acteurs. Ouais. En plus, ça me fait des backups et tout. Mais du coup, le Scrum Master au milieu, bah, on n'a pas sa provenance. Ah oui, oui, c'est vrai que je me suis dit en fait. Les Scrum Masters, globalement, on les a fait émerger des équipes. Souvent, c'était des leaders techniques qui avaient envie de faire du pilotage. Je pense que ça peut être des chefs de projet qui sont convaincus par l'agilité. Ça peut être des gens... je pense que ça peut venir un peu de partout, les Scrum Masters, en fait. Plutôt des gens qui ont envie de faire de la facilitation. Après, on est quand même dans une culture où tous les Scrum Masters viennent de la technique, donc c'est des gens qui sont quand même très attachés aux techniques. Mais pas que. On a une partie des Scrum Masters qui contribuent à toute la partie technique. On en a qui contribuent plutôt à la partie fonctionnelle en accompagnant les PO.
Et on en a qui sont sur la pure facilitation. L'arbre des ambitions, il est partagé comment entre les membres des équipes? Alors, ce qui se passe, c'est que, donc, je vous ai expliqué, en fait, moi, par exemple, je fais une grande présentation à mes 110 collaborateurs. Donc, c'est un slide share, voilà. Et ensuite, ils prennent le temps d'une rétro, par exemple. Ils allouent une rétro pour travailler sur ces sujets-là, entre eux, organisés par le Scrum Master. Voilà. C'est un peu comme ils veulent. Globalement, ce que je fais pour qu'ils s'en occupent, c'est que je pose un point de 3 mois, au bout de 3 mois, en fait, pour faire une discussion autour de l'avancement. Et donc, ça les oblige à se dire, oui, il faut qu'on s'y mette. Cet arbre-là, il n'est pas en management visuel quelque part dans... Alors, si, on a une grande affiche. On a une grande affiche en fait dans les locaux qui redonne l'arbre des ambitions, mais uniquement avec les ambitions. Et ensuite, on a un outil qu'on est en train de tester qui s'appelle Perdoo, P-E-R-D-O-O, qui est un outil de gestion d'OKR, et dans lequel en fait les équipes peuvent renseigner leur plan d'action, les rattacher à des ambitions. Et ensuite, il y a un petit slider pour dire où est-ce qu'ils en sont, 0 à 100%. Voilà. Et donc ça, c'est accessible de tout le monde. C'est assez intéressant parce que ça permet on a une entité de resource management en fait à Paris qui a mis en place comment je vais appeler ça, qui a mis en place ce qu'on appelle la VCT Academy, en fait, qui accueille les nouveaux arrivants. Et donc, dans les ambitions, il y avait des ambitions autour de cette VCT Academy, qui permet d'accueillir les nouveaux arrivants, de leur expliquer un peu en une journée c'est quoi notre mode de fonctionnement, la sécurité, les RH, etc. Tout expliquer en fait en une journée. Et il y a eu des équipes qui se sont dit on veut contribuer à ça, et donc ils ont commencé à se mettre des objectifs sur cette étape de VCT Academy. Et donc ça a permis à la personne qui est en charge de les contacter pour qu'ils ajustent l'objectif par rapport à ce qu'elle avait en tête, etc. Donc c'est plutôt bien en fait d'avoir ce mode de fonctionnement là où ça crée des liens automatiquement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout là-bas, très bien. Tu as simplement effleuré l'idée de la transformation des métiers. Ouais. J'aimerais bien en savoir plus. Comment on fait pour convaincre un métier que de mettre en prod un outil au bout d'1 an, c'est quand même moins intéressant que de le mettre toutes les 3 semaines? En fait, surtout ce qu'on utilise, c'est des cas d'exemple qu'on a en interne, en fait. Et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on leur parle vous voyez ces phases de recettes qui sont interminables, ou les bugs qui sont à corriger avec des développements qui avaient été faits il y a 2 mois, on ne sait même plus où sont les specs, etc. Donc c'est plutôt sur ces modes de fonctionnement-là où on se dit, regardez l'exemple, ce qu'on fait sur valuationsafe.com, on a des applications qui partent en prod tous les sprints. Ça fonctionne, ça apporte de la valeur régulièrement. Voilà, c'est surtout ça qu'on utilise. Donc beaucoup de convictions, beaucoup de nos convictions sur ce qu'on a l'habitude de faire, on sait ce que ça marche. Et puis de toute façon, ce que j'ai pas dit, mais ils viennent aussi pour ça en fait. Donc quand ils viennent voir VSCT, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir ces cycles courts, de l'agilité. Mais c'est vrai qu'on l'a vu ensemble, hein, de temps en temps, en fait, on est coincé dans des gros systèmes où on est un intervenant parmi plusieurs, et où globalement il y a une maîtrise d'œuvre générale qui a décidé d'un planning. Et on a beau, nous, essayer de faire des sprints, de délivrer des choses régulièrement, en fait, il y a des grosses phases de recettes d'intégration tous ensemble, et on peut pas aller jusqu'au bout du modèle, quoi. Mais en fait,
ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, comme ils voient que ce qu'on fait avec eux, ça porte des fruits, ils nous écoutent de plus en plus. Est-ce que j'ai à peu près répondu? Ok, alors ça va être la dernière question et après on descendra tous ensemble. Ouais, j'ai juste une question à propos du ligne budget, parce qu'en fait Ouais. les directions métiers elles partent toujours avec un budget quand même. Ouais, Donc mais, on fait comment? Et quand ils me demandent une estimation, Alors- j'applique les règles que tu viens de dire, je fais 3x5 fois les charges de dev qu'on a estimées. le sujet, c'est plutôt de se concentrer à les convaincre que le meilleur dispositif pour répondre à leurs besoins, c'est un dispositif avec ce sizing-là, genre un Scrum Master, un Proxy PO, 3 développeurs, voilà. Et après de leur dire, on vous le met en place sur tant de temps, et ensuite vous le pilotez avec le backlog. Et on ne va pas s'engager avec vous au début sur un chiffrage alors que votre besoin il n'est pas clair, alors que vous ne savez pas exactement où vous allez, alors que potentiellement les clients, quand ils vont avoir quand les clients vont faire le premier retour sur les premières maquettes, ils ne vont pas être contents, ils vont vouloir que ça change. Donc voilà, il faut leur dire que le mieux, en fait, c'est de mettre en place un dispositif qui soit dimensionné par rapport à leur budget et par rapport à leurs contraintes, qui soit cohérent avec ce qu'ils veulent faire. Et ensuite, de tout de suite commencer à travailler sur l'application et sur les premières user stories pour qu'on puisse commencer à tester, pour qu'on puisse apprendre, parce qu'on met en prod rapidement. Voilà. Mais après, ça, c'est ma conviction et c'est la façon dont je vois utiliser au mieux le budget du client. Mais de temps en temps, il y a des clients qui ne sont pas d'accord avec ça et qui préfèrent qu'il y ait des architectes qui passent 10 jours à faire un chiffrage. Pour qu'à la fin on dépasse parce que tout n'était pas prêt, les inputs n'étaient pas clairs, la stratégie n'était pas claire parce qu'elle change 3 semaines après. Voilà. Mais c'est vraiment un changement fondamental en fait d'approche de la façon dont on fait les projets IT. Et pour moi, c'est ce qui est le plus dur à transformer. C'est là où on a le plus de mal. Hein. Ça marche bien avec voyagesncf.com. Globalement, voyagesncf.com, en fin d'année dernière, ils ont dit, ils ont découpé en fait en domaine fonctionnel l'application. Et ils ont dit, on met tant de budget sur tel domaine, tant de budget sur tel domaine, tant de budget sur tel domaine sur l'année. Et ensuite, le principe, c'est que les équipes se staffent et elles dépilent le backlog en fonction des priorités, en essayant de faire au mieux pour adresser correctement les nouvelles fonctionnalités, gérer leur dette technique, s'améliorer en continu. Voilà. Et en tout cas, on est convaincu que c'est le meilleur mode de fonctionnement plutôt que d'avoir des armées d'architectes qui chiffrent des trucs qu'on ne réalisera jamais parce que c'est trop compliqué, trop cher, etc. Ok, bah écoutez, on va pouvoir descendre. Donc merci beaucoup, Thomas. Et puis voilà, je vous rappelle que si vous voulez assister à d'autres sessions, si vous voulez par exemple découvrir des nouveaux jeux, si vous voulez parler en fait de pitch, découvrir comment faire des pitchs incroyables, ou si vous voulez découvrir avec moi à la rentrée le management 3.0, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site directement en fait de l'Agile Nantes. Merci à tous, on va descendre dans la cafette qui est vraiment tout en bas, à côté de l'entrée.